Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, chers téléspectateurs, et merci de rester avec nous pour cette émission Femmes. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Madame Rachel Izizaou. Elle est présidente de l'ASBL Tchela, elle est infirmière. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci. Qui êtes-vous réellement? Infirmière, présidente, en même temps coach, si je peux le dire ainsi, dans certains domaines. Qui êtes-vous exactement? Alors, qui je suis? D'abord une maman, ensuite une infirmière qui a donc une vingtaine d'années d'expérience en hospitalisation, principalement en salle d'opération comme instrumentiste. Et ensuite, j'ai continué des formations, une spécialisation en oncologie, donc tout ce qui est cancérologie, et en santé communautaire, justement pour l'éducation. Alors, la présidente de Tchela, ASBL, donc c'est une ASBL qui a pour objectif plutôt de redynamiser les hôpitaux en Afrique et principalement en RDC par l'approche de la formation continue des professionnels de la santé, aussi bien des infirmiers que des médecins. Nous avons donc créé cette ASBL à la demande de médecins congolais, notamment le docteur Chamala, depuis 2006. Mais en fait, notre première expérience ici en RDC était en 2001, où nous avons formé des médecins en chirurgie laparoscopique. En par voie laparoscopique, donc c'est au lieu d'ouvrir le ventre, là on passe donc par les caméras. Okay. Alors en tant que coach, je pense que par la création de cette dynamique un peu de formation continue, de pouvoir rebooster les infirmiers, les collègues et les médecins dans l'amélioration des prestations de soins, peut-être. Et puis au niveau donc de notre SBL, donc là j'ai décidé également de faire aussi de l'éducation à la santé, puisque c'est également une de mes spécialités. C'est également l'une de vos spécialités. 20 ans d'expérience, finalement, c'est 20 ans d'observation qui vous poussent à avoir une attention particulière sur des questions sur lesquelles vous êtes très sensible. Si vous faillez, par exemple, relever ces 20 années d'expérience, ces 20 années d'observation qui vous ont poussé aujourd'hui peut-être à créer une ASBL, à vous spécialiser dans d'autres domaines, spécialement en République démocratique du Congo. Quels sont les faits que vous relevez qui puissent être assez sensibles par rapport à votre domaine et qui vous a poussé peut-être à vous investir dans ce domaine-là? Eh bien, au départ, après ma première expérience en 2001 ici à Kinshasa, je m'étais rendu compte de la qualité des soins qui était quand même en 2001 encore très déplorable, et également au niveau donc de la qualité des prestations, puisque bon là je vous l'ai dit, c'est le docteur Chamala qui nous a demandé d'organiser des formations continues pour les professionnels de la santé. Il faut savoir aussi que la culture de la formation continue n'est pas vraiment imprégnée ici en RDC. Et donc, moi j'ai eu la possibilité de beaucoup voyager, d'organiser des formations continues pour les médecins un peu partout dans le monde. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour moi, évidemment, d'apporter ces formations continues ici en RDC. En RDC, tout à fait. Et parmi les axes dans lesquels vous travaillez, il y a des cycles d'information pour toutes les femmes. Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'ASBL Tchela par rapport à ces cycles d'information? Alors d'abord, nous organisons des formations continues pour les professionnels de la santé. Donc, pour les infirmiers principalement, parce que je suis infirmière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, depuis 2006, nous avons organisé des formations sur différents thèmes, différentes pathologies telles que la prise en charge des patients diabétiques, au niveau technique aussi, les soins de plaies, les plaies complexes, comment les soigner, bien poser les actes techniques, etc. Ensuite, pour les médecins, j'ai proposé
un logiciel de formation continue via Internet qui s'appelle Excellensis. Tout à fait. Donc c'est un logiciel d'auto-formation, d'auto-évaluation que j'essaye. Déjà opérationnel? Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire je dirais oui, parce que le logiciel existe, hein, c'est un logiciel belge, moi je viens de Bruxelles, c'est un logiciel belge qui a été donc créé par des professeurs de l'Université libre de Bruxelles, qui est donc accessible aux médecins généralistes belges. C'est un logiciel reconnu par le ministère de la Santé. Et donc ce logiciel existe, n'importe quel médecin peut y accéder en Belgique. Alors nous étions venus en 2009 avec le ministre de la Santé belge, Madame Onkelings, présenter ce logiciel ici à Kinshasa, qui a été validé par les recteurs des facultés de médecine. Et en plus qui fait donc partie de l'accord bilatéral entre les deux ministères de la Santé, Congo et Belgique. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait une étude de faisabilité pour voir s'il y avait vraiment moyen d'implémenter ce logiciel ici à Kinshasa. Et le résultat est positif. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, avec une fondation, je ne peux pas dire le nom, mis en place dans 2 sites différents, la clinique Galliema et à l'hôpital général. Nous avons installé donc surtout à la clinique Galliema les ordinateurs, etc. Et l'accès à Internet, on a eu un abonnement durant une année. Et donc là, j'ai pu évaluer les difficultés de la qualité de la bande passante, par exemple, en 2009. Et aussi les difficultés des médecins à utiliser l'ordinateur, l'informatique, etc. Donc il y avait quand même pas mal de problèmes. Mais de 2009 à 2014, il y a une grande évolution. Tout à fait. Les gens se mettent à jour par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication maintenant. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu déjà au niveau technique, déjà ici sur le terrain, il y a plusieurs sociétés. Tout à fait. Nous attendons toujours la fibre optique. Ça nous aidera peut-être à diminuer le coût. Mais malheureusement, je devais donc implémenter ce logiciel entre 2013 et 2014, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, donc on va un petit peu attendre. Voilà. C'est un logiciel très 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 important, je pense, pour notre système de santé et en tout cas pour l'enseignement. Au niveau donc des étudiants à l'université, de la faculté de médecine, eh bien ça pourrait les aider à faire de la recherche, à créer des modules. Être en réseau avec les médecins de l'extérieur, par exemple. Tout à fait, aussi, tout à fait. Puisque c'est la plupart des modules qui existent, qui sont déjà sur le logiciel, ont été rédigés par des experts belges. Et donc, les jeunes étudiants ou d'autres médecins, n'importe quel médecin, peut entrer en contact avec le médecin étranger. En fait, moi, je suis dans le back-office. Dès qu'on pose les questions, moi, je peux répondre, ou bien j'entre en contact avec le médecin belge ou peut-être ailleurs pour pouvoir répondre aux questions. L'autre avantage de ce logiciel, c'est que ça pourrait permettre donc aux professeurs d'évaluer les médecins finalistes le même jour, au même moment, partout, sur tout le territoire congolais. Et donc les professeurs ne devraient plus se déplacer. Surtout qu'on a des vieux professeurs aussi. Mais c'est ça. Par moment, le poids de l'âge. Tout à fait. Tout à fait. Et quand vous parliez des médecins, on a des bons médecins au Congo, mais qu'est-ce qui cloche par moment? Parce que ce sont des médecins qui excellent à l'étranger, mais quand ils sont ici, les gens meurent par moment par ignorance, les gens meurent parce qu'il y a eu des erreurs, les gens meurent par manque d'information. Vous, en tant que professionnel de santé, et vous êtes quand même à cheval entre Bruxelles et Kinshasa, vous savez peser les deux réalités et voir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau du Congo. Bien. Alors là, c'est la bonne question. Mais je dirais que la qualité des médecins, en tout cas, on a de très très bons médecins, puisque, comme vous le dites, ils excellent à l'extérieur. Ils excellent ici aussi, mais ils ont très peu de moyens.
quand on sait que le budget de la santé est de 3%, bon, on ne sait pas faire grand-chose. Et en plus de cela, on ne donne pas assez de moyens aux médecins pour pouvoir exceller dans leur domaine. Je ne pense pas que ça soit un vrai réel problème de compétences, parce que nous avons d'excellents médecins, infirmiers, kinés, etc. Mais je pense que plutôt c'est un problème au niveau même du système, moi je dirais. Oui, il y a énormément comme vous dites, encore beaucoup trop de morts, etc. Mais bon, il manque dans ce système... il manque des services, par exemple, les services des soins d'urgence, ça n'existe pratiquement pas ici, hein. Ça ne répond pas aux normes internationales. Ce sont plutôt des polycliniques. Nous n'avons pratiquement pas d'urgentistes. C'est une formation, c'est une spécialisation spécifique. Les soins intensifs également. Donc là, en tout cas, il y a un gros travail à faire, parce que dès qu'il y a des catastrophes ou les accidents de la route, le temps... On ne sait pas trop bien gérer... Non, on ne sait pas du tout gérer. D'autre part, il y a également trop d'hôpitaux un peu privés, des polycliniques à gauche, à droite, on ne sait pas... Contrôler également si le médecin a vraiment les compétences ou pas. Parfois, c'est un infirmier... Qui se fait passer pour un médecin, oui. Et donc là, je pense également ça contribue à une mauvaise image de notre domaine. Les gens préfèrent aller se faire soigner à l'extérieur, alors qu'ici, on peut bien mettre les moyens et avoir des soins de qualité. Tout à fait, tout à fait. Ils vont à l'extérieur et ils se font soigner quand même par des Congolais. Donc c'est ridicule. Vaudrait mieux refaire venir toutes nos compétences, les cerveaux, la fuite de cerveau, vaudrait mieux les faire revenir ici. Et l'accès au logiciel dont vous mettez à la disposition de certains médecins, est-ce que c'est gratuit ou c'est moyennant quelque chose? Bien, normalement, dans l'objectif, enfin en tout cas dans le programme du projet, l'accès est gratuit. Mais évidemment, il faut des financements. Donc, si j'ai un financement belge et un financement congolais... Proportionnel aux besoins. Oui, ça pourrait être gratuit. Bon, là, nous n'avons aucun financement, puisque ici, on n'a pas vraiment suivi ce dossier. Et donc, les médecins qui le souhaitent, bon, ce sont ceux qui ont un ordinateur, qui payent eux-mêmes leur abonnement à Internet, et donc qui ont accès moyennant un montant déterminé. Ok. Alors je voulais revenir sur... vous organisez d'ici le 5 juillet une journée d'information sur l'assistance médicale à la procréation. De quoi sera-t-il exactement question? Oui. Alors là, on entre donc justement dans cet troisième objectif de notre ASBL, donc c'est-à-dire l'éducation à la santé. Donc moi j'ai constaté qu'il y avait un manque au niveau donc de la formation des patients, le droit du patient à l'information. Et l'éducation à la santé. Donc j'ai fait le premier test, d'abord en parlant de la femme par rapport à la ménopause, et même au niveau du ministère de la Santé, je peux vous dire, on m'a dit mais ça c'est pas un thème, c'est pas un thème. Si effectivement c'est un gros problème. C'est pas un thème, alors que les femmes qui sont à cet âge-là de la ménopause ne savent pas à quel sens est voué par moment. Tout à fait, tout à fait. Les femmes ne savent pas très bien ce qui se passe, elles ne savent pas pourquoi tout d'un coup elles deviennent tout le temps de mauvaise humeur, ça crée des conflits. Des bouffées de chaleur. Oui, des bouffées de chaleur, ça crée des conflits conjugaux, également avec les enfants, il y a des oublis, etc., etc. Donc elles ne savent pas ce qui se passe, tout d'un coup il y a des perturbations. Et le problème c'est que ça dure longtemps. Donc ici, l'âge moyen du début de la préménopause, c'est de 46 ans ou 42 ans, quelque chose comme ça, entre 42 et 46. Donc c'est assez long, jusqu'aux 55 ou
ou 60 jusqu'à la réelle ménopause. Ça dépend finalement d'une femme à l'autre. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, cette conférence a eu énormément de succès. Il y a beaucoup de demandes et même les médecins, les orateurs que nous avions invités, eux-mêmes étaient étonnés. Donc ils se sont dit, bon là c'est un réel problème de santé publique. Donc il faudra en parler. C'était en quelle année que vous avez organisé cette conférence? C'est cette année, le 29 mars. Ok. Donc nous voulions l'organiser à la Journée de la femme. Mais bon, pour quelques problèmes d'organisation, ça s'est fait. C'était pendant le mois de la femme. C'était de toute façon le mois de la femme, tout à fait. Et nous allons reprendre cette thématique avec un professeur que j'ai pu rencontrer, qui est spécialisé dans la ménopause. Et donc, un professeur congolais? Professeur Tozin, je ne sais pas si elle est vraiment congolaise ou pas, je ne l'ai pas encore vue de visu. Nous avons pu échanger par email et via téléphone. Et donc, voilà, mais elle est ici, hein, okay. Elle vit ici au Congo, voilà. Ça ne va pas nécessiter encore des déplacements, du moins il y a des gens qui peuvent donner l'information sur place. Bien sûr, c'est comme je disais tout à l'heure, au niveau compétences, nous les avons ici au Congo. Tous les orateurs que nous invitons à nos conférences. Mais finalement, c'est restreint ces conférences, parce que les femmes à l'âge de ménopause, on en compte plusieurs ici au Congo, mais quand vous faites une conférence, l'accès c'est peut-être à quelques personnes seulement. Est-ce qu'il y a un relais d'information au niveau de la base? Est-ce que vous faites un suivi pour que peut-être la femme qui est dans son coin, une femme maraîchère qui a le même problème, puisse avoir l'information d'une manière ou d'une autre? Vous y pensez? Bien sûr, j'y pense, c'est un réel souci, mais bon là, nous venons de démarrer le cycle, c'est un tout nouveau projet. Et puis il faudra réadapter aussi les contenus de l'information. Il faut peut-être traduire en lingala ou d'autres langues. Bon, ça nécessitera de la logistique et des moyens que nous n'avons pas dans la SBL. Finalement, donc, les moyens interviennent dans tout ce que vous faites. Mais oui, mais oui. Pour le moment, donc je cours après des sponsors. Donc c'est des sociétés privées, des banques, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, voilà, nous arrivons à notre troisième conférence. Donc la deuxième, c'était sur femmes et les cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer de l'utérus, des ovaires, etc. Donc là, il y a encore de la matière à travailler, à développer. Et maintenant, effectivement, nous allons présenter le 5 juillet, toujours à l'INEPES, c'est l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de la santé, toute la problématique sur l'infertilité, la fécondité. Et comme vous savez, être avant tout mère, c'est le modèle encore dans notre société. Et je pense qu'il serait intéressant d'en parler. Et moi, par ces conférences, j'évalue aussi un peu les connaissances des dames. Leur appréhension, on met un espace assez important d'1h30. C'est qui votre cible? Est-ce que ce sont les professionnels de santé encore ou ce sont des dames qui veulent avoir l'information? Non, là c'est le cycle d'information, c'est l'accès à l'information pour toutes les femmes. Donc c'est toutes les femmes, qu'elles soient professionnelles de la santé ou pas, cadres d'entreprise, la maman maraîchère si c'est possible, etc. Donc comme nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc l'accès, nous passons plutôt par les sociétés, où nous demandons aux sociétés de payer. C'est une façon aussi de sponsoriser la conférence, la journée. Et donc différentes sociétés octroient l'information à leurs employés, parfois 10, parfois 15, parfois 3, voilà. Ce qui freine évidemment l'accès aux mamans maraîchères ou aux mamans militaires qui ont besoin de ces formations. L'infertilité, de l'infertilité à la fécondité, c'est un thème très très intéressant. Quand vous avez comme cible d'abord les femmes, est-ce que c'est pas une manière pour vous aussi d'appuyer cette appréhension africaine ou congolaise qui pense que la stérilité est plus féminine que masculine? On pense que c'est quand il n'y a pas d'enfant dans un couple,
c'est plus la femme qui est responsable, selon l'entendement de certains Congolais. Tout à fait. Bon, pour l'homme, dès que l'homme peut avoir une érection et éjaculer, évidemment, on se dit que le problème de la stérilité s'est attribué d'office à la femme, ce qui est complètement faux, parce que bon, l'homme peut avoir également des problèmes au niveau des spermatozoïdes, par exemple, le nombre de spermatozoïdes qui n'est pas suffisant ou pas. Ou la mobilité des spermatozoïdes diminuée. Donc il y a des tas de problèmes également du côté de l'homme. Ce serait intéressant d'en parler. Ce serait intéressant qu'à cette conférence qu'il y ait aussi bien des hommes que des femmes pour avoir un petit peu les deux sons de cloche et les confronter aussi. Mais chez la femme, c'est plus complexe alors? Chez la femme, il y a différents problèmes. Des problèmes au niveau donc, de tout l'appareil génital. Donc ça peut aller jusqu'aux ovaires, les ovaires qui ne produisent pas d'ovocytes, etc. Ou alors au niveau des trompes, les trompes peuvent être bouchées suite à des infections. Au niveau de l'utérus, il y a des problèmes de myome qui empêchent parfois la mobilité aussi des spermatozoïdes ou autres. C'est vrai, il y a quand même pas mal de problèmes, mais qui peuvent être solutionnés. Et ça, le couple doit le savoir. Ça peut être solutionné. Et donc, il y a quand même des traitements qui existent. Il faut juste consulter le gynécologue, consulter les spécialistes de l'infertilité, de la fécondité. Il y a un problème de coût aussi, parce que quand les gens doivent avoir accès à un bon médecin, ça coûte très cher ici au Congo. Un bon gynécologue, la consultation, c'est pas moins de $30, c'est pas moins de $20, c'est pas tout le monde qui a accès à ces moyens-là. Est-ce que c'est vrai que vous disposez de l'information? Ne mettez-vous pas aussi en place un certain système de suivi quand il y a par exemple des cas vous savez orienter la personne? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a une dame qui m'a téléphoné en disant c'est la fondation Femmes et Cancer. Je dis nous ne sommes pas encore une fondation de cancérologie, mais bon, j'ai pu l'écouter, etc. et l'orienter. Alors, concernant l'accès à des consultations d'infertilité, y a-t-il pas des médecins qui peuvent être, par exemple, membres de votre réseau? Si, bien sûr, il y a des médecins qui sont, tous ceux qui viennent, tous les conférenciers sont membres de l'ASBL. C'est une dynamique en fait que je suis en train de mettre en place, c'est de créer un réseau justement via ces conférences. Donc on peut créer les réseaux, nous serons là pour évidemment guider les patients, les patientes principalement. Mais par rapport à l'accès à une consultation d'infertilité, il y a quand même un centre qui existe dont le prix est moins coûteux. Ça existe et ils sont spécialisés justement dans la consultation d'infertilité. Il faut avoir l'information pour y aller. Voilà. Ce centre viendra exposer son expérience le 5 juillet. Bon, c'est composé d'une infirmière et d'un gynécologue, mais c'est surtout l'infirmière qui est beaucoup plus proche donc des patients, qui peut poser toutes les questions, qui fait les prélèvements, etc. Ils nous ont avoué qu'ils avaient beaucoup de résultats très positifs. Et puis bon, dès qu'on constate vraiment que là, il n'y a plus moyen de traiter le couple ici à Kinshasa, donc il faut recourir évidemment à l'extérieur. Et donc là, nous aurons donc une visioconférence avec l'Espagne, un hôpital spécialisé justement de la reproduction à Barcelone. Le 5 juillet, il faut le 5 juillet. Et ils vont donc nous expliquer toute la problématique de l'aide médicale à la procréation, donc la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, etc. Comment ça se passe, les coûts, bon, un petit peu, pour quand même donner de l'espoir au couple qui a une possibilité juste de le faire. Pour avoir votre opinion, certains mariages sont en train de se dissoudre sur cette question d'enfants. Quelle est votre opinion? Est-ce qu'il faudrait un peu plus de patience? Ou en Afrique, vous savez, il y a la pression de la famille aussi
par moment, joue sur ces décisions-là. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'infirmière? Je trouve ça vraiment triste parce que bon, la stérilité est devenue vraiment un argument qui est légitimé pour divers comportements comme le divorce, la polygamie, la stigmatisation de la femme qui n'a pas d'enfant. Je trouve ça un peu déplorable. Justement parce que on attribue cette infertilité, cette stérilité à la femme. Alors directement on répudie la femme, etc. Donc par ce genre de rencontres et de conférences, on peut aussi, on pourrait mieux éduquer l'homme, qui se sent aussi responsable dans l'histoire. Et donc, ensemble, c'est le couple qui doit faire la démarche pour pouvoir... oui. Et si vraiment il n'y a aucune possibilité, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue qu'on pourrait aussi adopter. Pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, mais on a aussi des enfants dans la famille. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais bon, si on va avoir des enfants autour de soi, il y a moyen. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Pour mettre quand même nos téléspectateurs en haleine de ce qui aura comme menu ce jour-là, des thèmes, des conférenciers, est-ce que vous pouvez leur dire exactement qu'est-ce qui va se passer le 5 juillet autour de cette journée d'information? Vous avez déjà parlé de cette vidéoconférence avec un hôpital d'Espagne spécialisé en la matière, mais à part ça, qu'est-ce que... Donc, il y aura plusieurs orateurs de l'université de Kinshasa, dont le professeur Mboloko, Dr Berthe Zinga, qui est une dame, qui est aussi spécialisée dans le cancer du col de l'utérus, etc. Nous avons d'autres médecins de d'autres centres, de Assosa Médical, de la Fondation des Anges, qui sont sensibilisés justement dans cette problématique d'infertilité, de stérilité. Et donc là, nous allons un peu parler d'abord définir, préciser la définition plutôt des différents concepts. C'est quoi l'infertilité, la stérilité, la fécondité, bon, on mélange un peu tout. Ensuite, parler des causes. On va vraiment expliquer les causes, aussi bien de l'homme que de la femme. De l'homme, ce sera l'urologue, le docteur Punga. Donc de là, on parle d'abord des causes, des traitements, et puis nous arriverons à cette technique, ces pratiques cliniques et biologiques qui interviennent donc dans la procréation. Est-ce que l'accès est payant ou moyennant quelque chose? Eh bien, l'accès est payant et non payant à la fois, puisque nous passons par les employeurs pour qu'ils envoient des gens. Tout à fait. Oui, mais nous allons certainement inviter des jeunes médecins aussi, des facultés de médecine, des écoles d'infirmiers. Et de quelques centres, ces différents centres qui participent, pour qu'ils assistent et peut-être qu'ils donnent aussi leur expérience, leur vécu par rapport à cette problématique, si on leur a trouvé une solution ou pas, quoi. J'espère que le message est passé. On va finir par une petite question, toujours par rapport à l'information. Est-ce que les patients, quand ils vont à l'hôpital, ils ont droit à l'information par rapport au traitement, par exemple, qu'ils reçoivent? Mais moi, j'ai pas vraiment l'impression. Hein. Le droit du patient, déjà le droit du patient ici, je pense que c'est un peu... je vais me faire peut-être taper dessus, mais franchement, non, on s'amène, on vous dit vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez aller là, vous devez aller là. Vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, c'est tout. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un patient se trouve devant un médecin, le médecin peut lui expliquer sa pathologie, mais le patient ne comprend pas tout parce que bon, on reste dans les thèmes. Oui, avec on reste aussi dans assez techniques aussi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce relais, et le relais, en principe, c'est l'infirmier
qui peut donc réexpliquer la pathologie, etc., réexpliquer l'examen, si on fait une radiologie des poumons, pourquoi, comment ça se passe, etc. Il faut faire attention à ci, à ça, une gastroscopie, c'est ceci, c'est cela. Bon, je pense que les femmes, par exemple, qui n'ont pas assez étudié, ça c'est un problème. Quand elles arrivent à l'hôpital, c'est de l'aspirine, c'est des antibiotiques, elles ne savent pas exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'on donne comme traitement, surtout aux enfants. Tout à fait, tout à fait. Elles acceptent ça comme ça, et quand il y a des conséquences, on ne sait même pas à qui poser la question. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'automédication ici aussi. Puis il faut savoir que bon, il y a un marché de médicaments. Vous pouvez aller n'importe où, vous trouvez des médicaments. Donc on ne sait pas très bien l'efficacité de ces médicaments qui viennent de différents pays. Tout à fait. Donc ça, c'est également un problème. Il y a le problème de toute la médecine parallèle aussi, hein, qui ne nous aide pas du tout. Et bon, je pense que pour la maman qui ne sait pas lire, etc., bon, c'est au corps médical de faire un peu plus d'efforts. Faire un peu plus d'efforts à l'information. On peut aussi créer des brochures, mais avec des dessins. Même des dessins, tout à fait. Des dessins. Bon, il y a quand même pas mal de programmes au niveau du système du ministère de la Santé qui organise, qui crée ou qui édite certains prospectus, mais c'est insuffisant à mon avis. Madame Rachel Izizaou, il y a à boire et à manger dans le secteur de la santé, et nous vous encourageons par rapport à ce que vous faites déjà. On espère qu'il y aura des fruits très bientôt. Un dernier mot pour vous résumer? Eh bien, moi j'invite d'abord toutes les femmes à suivre un peu ce cycle d'information parce que je pense que c'est hyper intéressant pour elles. Donc là, nous avons un calendrier jusqu'en décembre 2014, mais le calendrier 2015 est déjà opérationnel. Donc si vous êtes intéressé par un problème quelconque, que vous voulez avoir de l'information, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez donner votre numéro? Alors, nous sommes sur l'avenue du Livre à Huillery, au numéro 2. Et le numéro de l'ASBL est le 0811 89 45 51. Encore une fois? 0811. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Madame Rachel, d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite très bonne chance par rapport à ce que vous faites. Et surtout, chers téléspectateurs, l'accès à l'information est très important dans tous les domaines, le domaine de la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourriez pas travailler ni être utile à la société. Donc, c'est important pour tous et pour toutes d'avoir accès à l'information à travers peut-être ces journées. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Femmes.